On est dans le noir total et à un moment, il y a un gars qui dit il y a tellement de lumière autour de nous. Et ma première pensée, je comprends pas, c'est je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais les yeux et je vois plein de lumière dans ce noir total, plongé dans le noir, mais tellement de lumière. Je vois la forme des gens bouger, je vois les ondes des sons quand les gens parlent, je vois comme des wou wou wou. Et c'est un spectacle incroyable. Au début, je me dis mais c'est quoi ça? Et ensuite, je parle avec les gens et les autres aussi voyaient ces lumières-là. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des Aventuriers, lafabriqueaudio.com. Salut Julien. Salut Florent. Merci d'être notre aventurier du jour. Julien, t'as 24 ans. C'était donc il y a un an que tu es parti voyager 7 mois en Amérique du Sud, avec un voyage qui s'est composé en 2 parties. Le tour de Patagonie seul, en autostop, pendant 4 mois. Et puis également un voyage au Pérou. Ça a duré pendant 2 mois. Tu as sillonné le pays et tu vas nous raconter les principales étapes. Tout d'abord, pourquoi cette envie d'Amérique du Sud ? Alors, l'envie d'Amérique du Sud, déjà, elle vient d'une envie de voyage. L'envie de voyage, c'est ce que j'avais dans le cœur. J'avais profondément dans le cœur à ce moment-là de voyager. Ça vient d'une prise de conscience. Je travaillais à Lyon à ce moment-là. Je faisais un stage en finance et je me sentais pas vraiment à ma place. Je sentais que j'avais envie d'aventure, envie de partir et de découvrir autre chose, de camper. J'adore l'autostop, j'adore le camping. Et donc je me suis dit je vais partir, je vais arrêter de me voiler la face entre guillemets et puis je vais écouter ce que j'ai dans le cœur. Donc je suis parti. Et à ce moment-là, j'hésitais entre l'Amérique du Sud et la Chine et je voulais un endroit où je pouvais camper tranquillement, où il y avait des beaux paysages, une culture différente. Et j'ai vu 2-3 photos de Patagonie, pas plus que ça. Les photos m'ont fait rêver, je me suis dit allez, c'est parti, je prends un billet aller-simple pour l'Argentine. Tu as donc parcouru plus de 9000 km en autostop à bord d'environ 160 voitures. Ça n'a pas trop été galère de trouver des voitures qui te prennent en autostop ? C'était pas facile tous les jours. Il y a un cas de figure où on arrive à côté de la route, on lève le pouce et on est pris directement. Ça m'est même arrivé une fois où je ne lève même pas le pouce, je suis au bord de la route et une voiture s'arrête et me dit où est-ce que tu vas ? J'avais rien demandé. Et parfois, ça arrivait d'attendre plusieurs jours sur la route. Ça m'est arrivé peut-être 3-4 fois d'attendre plus de 24 heures au bord de la route parce que aucune voiture s'arrêtait. Quand on attend plus de 24 heures au bord de la route, il se passe quoi pendant 24 heures ? On fait quoi ? On regarde le paysage, on écoute de la musique, on lit des bouquins, il se passe quoi ? Alors, lire des bouquins, c'est un peu difficile parce que l'autostop, c'est une pratique à la fois active, à la fois passive. Passive parce qu'on attend au bord de la route, mais à la fois active parce que c'est mieux d'être debout, posé, le pouce en l'air. Ce que je faisais principalement déjà, c'est que j'arrivais au bord de la route et déjà j'étais reconnaissant d'être là où je suis. J'observais le paysage, j'observais où j'étais. Alors, c'était pas forcément tout le temps des beaux paysages. J'étais parfois à la sortie de ville. Et puis ensuite, le temps passe, les heures passent, et puis l'espoir commence à régresser de plus en plus. Donc, à un moment, je trouvais j'essayais des stratégies pour attirer l'attention. Donc, par exemple, je dansais au bord de la route, j'écoutais de la musique, je commençais à danser, et puis en général, les voitures qui allaient dans l'autre sens me klaxonnaient et rigolaient, mais celles qui arrivaient dans mon sens, là où je voulais aller, juste ils me faisaient un signe, ils rigolaient, mais ils s'arrêtaient pas. Mais bon, moi, je me disais, ça crée un peu de joie, ils sourient, moi, ça me fait passer le temps. Et puis après, quand il arrive peut-être 5-6 heures où je suis au bord de la route et que j'ai changé d'endroit plusieurs fois, ça fonctionne pas, je me dis vaut mieux peut-être que j'aille me coucher et puis retourner demain. C'est quoi le plus bel endroit où tu as eu l'occasion de faire de l'autostop, d'attendre une voiture pendant des heures et des heures ? Décris-le-nous. Donc déjà, la Patagonie, c'est une région entre l'Argentine et le Chili que partagent les 2 pays. Les paysages de Patagonie, alors donc on a la cordillère des Andes d'un côté, à l'ouest de l'Argentine et du Chili, et de l'autre, on a l'océan Atlantique.
entre les montagnes, la cordillère des Andes et l'océan Atlantique, c'est la Pampa. C'est une vaste plaine, c'est littéralement, c'est d'où vient notre expression, c'est la Pampa. Il n'y a rien du tout. Parfois il y a des bœufs, il y a souvent pas d'arbres, c'est juste des énormes étendues. Et à un moment il y a une voiture qui me dépose à un croisement devant ces étendues immenses. Et là je suis tout seul au milieu de nulle part, il n'y a pas de voiture. Bon, je savais pas que j'allais attendre 2 heures sans aucune voiture, mais donc pendant 2 heures j'étais juste là, assis à regarder autour de moi ces vastes et infinies étendues, et je me suis dit qu'est-ce que j'ai de la chance d'être là, qu'est-ce que je suis content de pouvoir voir ça. Certaines personnes pourraient se dire que c'est pas cool d'être tout seul là. Moi j'ai adoré ça, j'ai adoré me sentir tout petit devant cette immense étendue. C'est quelle période sur laquelle tu es parti ? En gros, est-ce que à ce moment-là, en Patagonie, il fait chaud ou il fait plutôt froid ? Quand tu dois attendre pendant des heures et des heures la prochaine voiture, est-ce que t'as froid ou t'as chaud ? Je suis arrivé fin janvier. Donc moi je suis arrivé, c'était la fin de l'été. La première fois que j'ai attendu 24 heures au bord de la route, il faisait 37 degrés. Il n'y avait pas d'ombre où je devais faire de l'autostop. Donc plein cagnard, il faisait très chaud et j'avais pas assez d'eau. Après, quand je suis allé au sud de l'Argentine, donc quand je suis arrivé à Ushuaia, je suis parti de Buenos Aires en autostop. Je suis d'abord allé sur la côte atlantique, ensuite traversé le pays, descendu le long de la cordillère des Andes, arrivé à Ushuaia. Ça m'a pris 2 mois. Et donc, le temps que je descende, on entre dans l'automne. Et automne dans le sud, qui est le point, la ville la plus au sud du monde, Ushuaia, en Argentine, il fait froid. Et là, j'attendais, donc il faisait parfois il faisait 0 degré et parfois j'attendais avec de la pluie. Ça m'est arrivé une fois d'attendre avec de la neige. Là, je me suis dit bon, peut-être que je vais un petit peu loin dans l'expérience, mais en même temps, j'avais envie, je devais partir de la ville. Donc j'ai vécu beaucoup de temps différents. Il y a une route qui est mythique là-bas en Argentine qui s'appelle la Ruta 40. Décris-la-nous cette route. Elle commence où ? Elle finit où ? C'est une immense route qui fait, il me semble, 5700 km, qui part de Salta au nord de l'Argentine et qui va jusqu'à avant Ushuaia. C'est une immense route qui sillonne tout le pays, qui est une des plus longues routes du continent, il me semble, qui est très différente entre le nord de l'Argentine et le sud de l'Argentine, parce que l'Argentine fait 5000, 6000 km de long, donc des paysages très différents. Et dans le sud, la partie que je connais la mieux d'Argentine, c'est une route qui sillonne les montagnes, qui longe la cordillère des Andes jusqu'au sud, qui passe par des magnifiques villages comme Bariloche, El Chalten, El Calafate, El Bolson. C'est ce trajet-là. Je suis à El Chalten, donc en Patagonie argentine, et je pars pendant 4 jours. C'est mon premier grand trek où je pars en autonomie, il n'y aura pas de ravitaillement. Je pars avec ma nourriture, mon équipement de camping, et je pars comme d'habitude solo, et sans carte aussi. Avant, je partais toujours sans carte, parce que en France, par exemple, les treks sont plutôt bien indiqués, et puis dans ma tête, je me suis dit, bon bah allez, comme d'hab, c'est parti. Donc je pars, et puis arrivé à la fin Alors déjà, le premier signe que j'ai reçu, c'était j'ajoute 15 km sur le trek parce que je voulais aller visiter un autre endroit. Et pendant ces 15 km-là, je tombe sur un détecteur de pumas à vision nocturne. Donc il trace les mouvements des pumas la nuit dans la forêt. Et j'avais déjà entendu qu'il y avait des pumas en Patagonie, mais dans ma tête, c'était pas vraiment une réalité. C'était un petit peu, fantaisiste. Et là, je vois ça et je me dis, mince, donc c'est vrai, il doit y avoir des pumas puisqu'ils tracent les mouvements. Donc ça, c'est le premier signe, et je prends mon téléphone et je me dis, alors que faire face à un puma ? Je pars aussi sans connexion internet, j'aime pas avoir de carte SIM et avoir internet quand je suis en voyage. Donc je me dis, je répondrai à cette question quand je reviendrai à El Chalten. Je fais mon trek, un trek incroyable qui s'appelle la Vuelta Huemul, c'est un trek de 70 km où on marche sur un glacier qui est un des plus grands glaciers au monde, qui s'appelle le Patagónico Hielo Sur,
Ensuite, on passe devant des paysages incroyables de montagnes et de lacs. Et le dernier jour, j'essaye de griller une étape et de rentrer directement à El Chalten. Sauf que j'ai pas de carte et je suis les cairns. Les cairns, c'est des amoncellements de pierres que les trekkers, les marcheurs mettent pour à la fois souhaiter la bonne chance et à la fois donner des indications. En tout cas, c'est ce que je pensais moi. Donc je suivais ces cairns-là et à un moment, je me perds. C'est le dernier jour. Je me perds bien comme il faut. Je quitte un lac derrière moi qui s'appelle le lago Biedma et je continue, je m'enfonce. Je me rends compte que la végétation est de plus en plus dense, donc je m'enfonce bien. Là, je suis au milieu de la nature, vraiment totalement perdu depuis 2-3 heures. Et devant moi, je lève la tête et il y a une mère puma avec ses 2 petits à 5-6 mètres devant moi. Et la première pensée, c'est ah oui, c'est ça un puma, parce que j'avais l'image d'une panthère noire dans ma tête. Et en fait, non, un puma, c'est pas noir. Et là, je me dis punaise, puma. Et je fais demi-tour directement, je marche d'où je viens. Et au fur et à mesure que je marche et je m'éloigne, je me dis est-ce que c'est vraiment réel ce que je viens de voir? Là, je commence à flipper parce que c'est dangereux. Je suis dans la nature, dans l'environnement naturel, dans leur environnement naturel, c'est pas le mien. Je retourne à El Chalten, donc je reviens sur mes pas, je reviens 3 heures sur mes pas. Et à El Chalten, je regarde mon téléphone et je regarde ce qu'il faut faire. Alors finalement, ce qu'il faut faire face à un puma, c'est ne pas lui tourner le dos, garder le eye contact, se reculer petit à petit. Et surtout, si une femelle est avec ses enfants, c'est la situation la plus dangereuse parce qu'elle peut chercher à protéger ses enfants, donc surtout ne pas l'approcher à ce moment-là. Et moi, j'avais rempli tout ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, sur le moment, c'était mon instinct qui m'a parlé. Juste, j'ai tourné les talons, je suis parti. Et puis voilà, je m'en suis sorti comme ça face au puma. Tu es à la frontière Chili-Argentine, nous sommes au sud du Chili. Tu as attendu une bonne demi-journée pour faire du stop et personne ne t'a pris encore. Donc là, tu te dis que la seule option, c'est de prendre tes chaussures, tes pieds et de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Je sortais du parc Torres del Paine, qui est un parc assez connu au Chili, où on peut faire des grands treks, le trek W ou le trek O. Et donc ça faisait déjà 8 jours que j'avais passé dans ma tente à dormir. Et dans le froid aussi, il faisait froid à ce moment-là, on était en plein automne. Donc je me suis dit, là, je voudrais vraiment aller dans une auberge ou dans un hôtel, dormir au chaud. Et en fait, ça se passe pas comme ça se passe pas du tout comme ça. J'attends une bonne demi-journée, personne ne m'avance jusqu'en Argentine. Et donc je dois marcher les 10 km qui me séparent de l'Argentine, de la frontière chilienne, et je marche 10 km où il n'y a rien, le no man's land quoi. Et j'arrive au poste frontière argentin, il fait froid, il y a beaucoup de vent, il n'y a pas de voitures qui passent et les voitures qui passent ne s'arrêtent pas. Donc je demande où est-ce que je peux cuisiner ma popote. Il y a un militaire qui m'autorise à cuisiner la popote dans une maison de policiers abandonnée. Et j'entre, c'est super délabré. Et je cuisine, donc je mange, je me fais mes lentilles et mon riz. Et juste après 1 heure, j'essaye de sortir et je me rends compte qu'il a fermé la porte de la maison et qu'il est parti. Et donc là, je suis enfermé dans cette maison. Ma première réaction, c'est qu'est-ce qui se passe ? J'ai super peur et puis après 2 minutes, j'ouvre la fenêtre. Et j'escalade la fenêtre et je sors de la maison. Et je suis pas repassé par les douaniers, je suis pas repassé par la police. J'ai eu super peur et je me suis dit allez, je pars sans demander mon dû. Ça, c'est donc un voyage, le tour de la Patagonie, solo, en autostop, qui aura duré 4 mois. Tu auras parcouru plus de 9000 km en autostop avec donc ces 160 voitures. Première partie du voyage terminée, on arrive sur la deuxième partie de ce voyage, un voyage au Pérou. Pendant 2 mois, tu as sillonné le Pérou. Cette fois-ci, tu n'étais plus en voiture, mais tu étais en bus. J'étais en bus, je suis parti de Cusco. Première étape, grande étape, c'était à La Paz en Bolivie. Où j'étais déjà allé avec ma mère quelques années auparavant. Et cette fois-ci, je me suis dit, j'aimerais bien essayer l'ascension d'une montagne à 6000 mètres qui s'appelle Huayna Potosí.
Et c'était la première fois que j'allais essayer de monter une montagne à 6000 mètres. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je me suis arrêté à 5500 mètres. Il était 4 heures du matin, j'étais épuisé. Donc j'étais encadré. J'étais pas tout seul, j'étais encadré avec un groupe, avec des alpinistes et des gens qui partent fréquemment avec des touristes. Donc tout ça c'était encadré, mais juste j'avais été touché fort par l'altitude, des nausées, des vertiges, vomissements, mal au ventre. Moi j'étais dans le lit et je me sentais vraiment pas bien. Et puis bon, je l'ai tenté quand même le matin, on s'est réveillé à minuit, on est parti. Et puis arrivé à 4 heures du matin, je pouvais pas, donc j'ai pas atteint le sommet de la montagne, mais je suis redescendu. Il y a également lors de ce voyage au Pérou une rencontre super importante avec des chamans, Julien. À l'origine, les chamans sont les médecins du village, ce sont les soignants. Ça a commencé à Cusco. Donc à Cusco, j'avais entendu parler déjà de certaines plantes médicinales qu'on utilise au Pérou, une qui s'appelle le San Pedro, qui est un cactus, et dont on boit le jus et dont on fait une cérémonie ensuite avec un chaman. L'autre qui s'appelle l'ayahuasca, qui est une plante plus connue, qui est une plante médicinale aussi, qui se trouve dans la jungle en Amazonie. Ce sont des plantes qui font sortir les substances toxiques de notre corps. Donc, substances toxiques à la fois physiques, c'est-à-dire qu'on a des effets physiques, des contractions du ventre, on vomit, on va aux toilettes, et à la fois des effets psychiques qui ouvrent la conscience, qui font sortir les mauvaises pensées, qui nous ouvrent à la nature. Avant de faire des cérémonies avec des chamans pour prendre du San Pedro ou de l'ayahuasca, on fait une diète avant. Une diète, c'est par exemple pas d'alcool, pas de sexe, éviter le café, éviter le sucre, éviter les boissons énergisantes. Pas de truc qui va augmenter ou baisser ton niveau d'énergie. Si on peut faire aussi de la méditation, c'est mieux. Ensuite, on va boire le jus lors d'une cérémonie avec un chaman. Donc le jus soit du San Pedro, qui est le cactus, soit de l'ayahuasca, qui est une liane qui vient de l'Amazonie. On a un seau à côté de nous, parce qu'il y a une probabilité qu'on vomisse, pas forcément, mais il y a une probabilité de vomir. Et ensuite, il y a des effets psychiques. Donc l'ego se dissout, la conscience s'ouvre, nos sens aussi. On est plus alerte à ce qu'on entend, particulièrement par exemple quand j'étais en Amazonie, dans la jungle, il y avait beaucoup de bruits d'oiseaux, des grillons, des grenouilles. J'ai reçu un peu des messages de la vie comme des rappels essentiels. Par exemple, il y en a un, c'est que je sois là ou à un autre endroit, c'est pareil parce que juste l'essentiel c'est que je suis et c'est ce qui compte. Ces cérémonies-là durent assez longtemps, elles durent entre 6 et 10 heures. On prend un verre à l'origine, ensuite si on se sent bien et que ce qu'on dit c'est que la médecine fait son effet, on peut reprendre un deuxième verre et continuer. À la fin on est lessivé de ces cérémonies-là, autant physiquement que psychiquement, mais disons qu'elles sont encadrées, le chaman est là, c'est un encadrant, il y a des choses à prononcer, chaque chaman a sa particularité quand il fait des cérémonies. J'étais avec un chaman au Pérou qui s'appelle Miguel, qui fait des cérémonies très jolies je trouve, où on fait tourner un bâton, on parle et c'est un bâton de la parole. À la fois quand on le reçoit on peut parler, on peut tout simplement exprimer ce qu'on a sur le moment sur le cœur. Les gens chantent, les gens disent des choses personnelles et c'est une thérapie aussi. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des visions, en tout cas on va parler peut-être d'hallucinations visuelles? Oui, il y a des hallucinations qui peuvent arriver. Pas toujours, mais je pense que la plupart du temps, il y en a. Quand je regardais le ciel, il y avait un quadrillage dans le ciel. Et je me demandais si c'était la vraie forme du ciel que je voyais, et parce que ma conscience était plus ouverte, ou alors si c'était juste une hallucination. Et il y a
eu un moment particulier où on était dans les ruines au centre du Pérou, dans un endroit historique qui s'appelle Chavín de Huántar. Ce lieu-là, c'est le lieu historique où le San Pedro, le cactus médicinal, a été découvert au Pérou. Et donc, on est dans les ruines à ce moment-là avec le groupe avec lequel on le fait et le chaman. On est dans le noir total et à un moment, il y a un gars qui dit il y a tellement de lumière autour de nous. Ma première pensée, je comprends pas, c'est je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais les yeux et je vois plein de lumière dans ce noir total, plongé dans le noir, mais tellement de lumière. Je vois la forme des gens bouger, je vois les ondes des sons quand les gens parlent, je vois les comme des wou wou wou. Et c'est un spectacle incroyable. Au début, je me dis mais c'est quoi ça ? Et ensuite, je parle avec les gens et les autres aussi voyaient ces lumières-là. Et je me suis dit mais c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer et on a tous vécu ça à ce moment-là. C'était quelque chose de très très fort. Julien, merci beaucoup d'être venu nous raconter ce voyage, un voyage en 2 parties, on le disait, tour de la Patagonie solo en autostop pendant 4 mois, et puis également ce voyage au Pérou pendant 2 mois. Tu as sillonné le pays, alors en bus, mais aussi en stop, en faisant des treks, en passant du temps sur un bateau en Amazonie, et puis ces fameuses expériences spirituelles avec des chamans dont tu viens de nous parler. Julien, on te retrouve sur les réseaux sociaux, tincho.adventures, pour te retrouver notamment sur Instagram. À bientôt, Julien. Merci beaucoup Florent. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était Les Aventuriers. Une nouvelle aventurière ou un nouvel aventurier ici à ce même micro dans un mois. Les Aventuriers. Un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com